Alors, en fait, si on s'intéresse au discours, effectivement, il y a un énorme décalage. Il faut reprendre le discours de ce qu'on appelle les évangélistes de la consommation collaborative. Je pense notamment à Rachel Botsman aux États-Unis, Lisa Gansky, toujours du côté américain. En France, c'était Anne-Sophie Novelle qui s'était fait la promotrice de la consommation collaborative, ou l'importatrice, on peut dire, de la consommation collaborative, ou le discours du collectif WeShare. Dans les premières années de ces activités, effectivement, les promesses étaient magnifiques. Donc, il y avait, si on les rappelle très rapidement, il y avait d'abord l'idée de transformer le capitalisme de l'intérieur, de changer notre rapport à la consommation, de sortir de cette période d'ultra-consommation qu'on connaît depuis les années 60, 50-60, grosso modo. La promesse d'une consommation plus durable, avec moins d'impact sur l'environnement, d'une consommation qui faisait la part belle aux sociabilités. Bref, tout un éventail de promesses assez enthousiasmantes, il faut bien le dire. Alors déjà, quand on regarde les discours, il faut les regarder dans le temps. Ça, c'est un point très important. D'abord, on s'aperçoit que du côté des acteurs économiques, des startups qui portent des services de consommation collaborative, le discours a notablement évolué. Si vous regardez une entreprise comme Airbnb, par exemple, au début, le slogan, c'était « Travel like a human ». Donc, il y avait vraiment cette idée de la rencontre, de la sociabilité qu'on n'a pas quand on va dans une chambre d'hôtel, voire même une chambre d'hôte. Donc c'était inscrit au cœur de son slogan. Et puis assez rapidement, on a vu dans les moteurs de recherche disparaître ce genre de slogan, remplacé par Airbnb location de vacances, donc pas très différent de n'importe quel autre service. Et puis une promesse qui se déplaçait plutôt sur le fait d'aller dans des endroits où on ne serait pas allé autrement. Donc le côté plutôt découverte. Et puis récemment, si vous avez vu les dernières campagnes de publicité, c'est gagner de l'argent et financer vos projets grâce à Airbnb. Vous voyez, un glissement dans le discours très très clair, au point qu'on peut s'interroger sur l'authenticité des intentions premières de ces startups. Alors, quand on a... Moi, j'ai eu l'occasion d'en interviewer un certain nombre. Je pense qu'il y en a un certain nombre qui étaient sincères et qui ont elles-mêmes été déçues de finalement ne pas accomplir les promesses dans lesquelles elles s'étaient engagées. D'autres ont utilisé la consommation collaborative uniquement comme un argument marketing, on peut dire que c'est du collaborative washing, voilà. Du côté, donc ça c'est pour les acteurs économiques, du côté des évangélistes, on voit que le discours a changé. Par exemple, Anne-Sophie Novelle a pris énormément de distance par rapport à la consommation collaborative, et même dans le collectif WeShare qui organise la WeShare Fest, entre autres, et qui anime tout un réseau international, ou même dans la revue Shareable, qui au départ était américaine, qui était très impliquée dans la consommation collaborative, il y a aussi une énorme prise de distance et la construction d'un regard critique. Ça veut pas dire qu'ils jettent le bébé avec l'eau du bain, mais en tout cas, il y a la construction d'un regard critique. Donc ça, c'est pour les discours. Si on s'intéresse aux faits maintenant, en fait, on s'aperçoit que cette fameuse, on va dire, révolution du co, on a beaucoup entendu parler de ce terme de révolution qui est employé à toutes les sauces dès qu'on parle de numérique, hein, donc moi je répugne un petit peu à l'employer, mais en tout cas il a été beaucoup associé à la consommation collaborative. Si on regarde du côté des usages, alors promesse environnementale d'abord, cette promesse environnementale, elle reposait sur l'idée qu'on allait partager des ressources entre plusieurs individus, au lieu d'acheter chacun sa perceuse, sa voiture, etc., on allait pouvoir les partager. Et donc, ce faisant, on allait mécaniquement, puis, si je puis dire, réduire, aller vers une consommation plus frugale, plus économe, moins impactante pour l'environnement, etc. Bon. D'abord, on s'aperçoit, premièrement, que tous les services n'impliquent pas une ressource matérielle. Il y a toute une série de services de la consommation collaborative qui sont plutôt, par exemple, aller déjeuner, dîner chez des étrangers, c'est purement service, il n'y a pas de bien matériel au centre, donc quelque part, ce n'est pas concerné par cette promesse. Donc ça évacue tout un pan de la consommation collaborative. Maintenant, si on revient à la partie de la conso collab qui embarque des objets, des biens, des ressources, là, on s'aperçoit qu'en fait, il y a toutes sortes de trajectoires. D'un côté, je dirais, alors la trahison, si on emploie un vocabulaire un peu sentimental, la trahison par rapport aux promesses, elle est dans certaines plateformes qui finalement facilitent au contraire la circulation des biens et sont un accélérateur de consommation. Pour avoir interviewé un certain nombre d'utilisatrices de vide dressing, pour ne pas la citer, mais ce n'est pas pour jeter l'opprobre sur vide dressing, on retrouve ça sur d'autres plateformes. Certaines de ces utilisatrices
parce qu'en l'occurrence il s'agit essentiellement des femmes, utilisent la plateforme pour pouvoir consommer plus, c'est-à-dire elles achètent, elles mettent quelquefois un vêtement, elles le revendent aussitôt, et en sachant qu'elles vont pouvoir le revendre, eh bien elles consomment plus. Donc ça c'est une trajectoire. À l'inverse, on a au contraire des gens qui utilisent ces plateformes effectivement pour donner une seconde vie aux objets. Et de ce point de vue-là, les plateformes sont un amplificateur de ce qu'on peut observer du côté des vides-greniers, enfin des choses qui sont pré-numériques, des brocantes, etc., qui sont très fréquentées aujourd'hui, mais un amplificateur avec des plateformes de type Le Bon Coin, Co-Recyclage ou d'autres. Bon. Donc là, on est effectivement sur la promesse. Et puis au milieu, on a des plateformes qui ne sont pas déterministes et qui peuvent jouer dans un sens ou dans un autre. Je pense aux plateformes de location de voitures de particulier à particulier, par exemple, où là, on voit, quand on interviewe les utilisateurs, les deux trajectoires. Des gens qui disent « Ah, j'avais une voiture, grâce à Drivey ou Icar ou peu importe, je m'en suis débarrassée, je l'ai vendue, ou j'ai renoncé à l'idée d'acheter une voiture parce que je sais que je vais pouvoir ponctuellement louer une voiture. » Donc là, on est effectivement dans un non-achat de voiture. Et puis à l'inverse, des gens qui disent « J'avais pas trop les moyens de m'acheter une voiture, mais grâce à la plateforme, je peux louer cette voiture et ça amortit mon crédit et ça me permet de passer à une acquisition. » Donc vous voyez, il n'y a pas de déterminisme en la matière. Ça, c'est pour la promesse environnementale. Si on en vient à la promesse des sociabilités, puis on aura l'occasion d'y revenir tout à l'heure, on s'aperçoit à grands traits que, en fait, loin des histoires, des jolies histoires qu'on voit raconter, souvent associées à de la publicité, là aussi sur j'ai rencontré l'homme de ma vie grâce à Blablacar ou à je ne sais quoi, effectivement ça arrive, bien sûr, il y a des exceptions, on se fait des... Mais l'essentiel des sociabilités qui ont lieu sur ces plateformes sont des sociabilités éphémères. Quand il y en a, je reviendrai là-dessus tout à l'heure, mais quand il y en a, elles sont éphémères, mais ce caractère éphémère, en même temps, il ne faut pas le prendre comme quelque chose de négatif, il est très intéressant parce que les participants vont profiter du fait d'être dans une bulle de rencontres éphémères pour se livrer, raconter des choses, parfois aller très en profondeur dans une forme d'intimité, dans l'échange, dans la conversation, qu'ils n'auraient pas nécessairement dans une rencontre qui serait plus durable. Donc il y a des choses intéressantes qui se passent, mais qui ne sont pas forcément celles qu'on imagine du côté des sociabilités. Maintenant, et ça sera mon dernier point, dans les autres promesses qui étaient très fortement mises en avant, il y avait l'idée que la consommation collaborative allait transformer l'offre, c'est-à-dire qu'on est face à des acteurs historiques, des entreprises qui n'ont pas changé leur offre depuis des siècles, qui ont une relation client déplorable, qui ne savent pas mobiliser le numérique, etc. Et que donc ces nouveaux arrivants, ces nouvelles plateformes qui les désintermédient pour réintermédier, hein, on n'est pas dans la désintermédiation, c'est pas du C2C, contrairement à ce qu'on veut bien nous dire, c'est du C2B2C, sauf que le B a changé, c'est plus le groupe Accor, c'est Airbnb. Eh bien ces plateformes, je dirais qu'elles ont tenu une promesse qui est celle de bousculer les acteurs historiques. Ça, c'est très clair. Hein, ça les a obligés à évoluer, à se remettre en cause, à mieux intégrer le numérique dans le parcours client, dans la relation client en général, dans l'expérience client, comme on dit. Donc, de ce point de vue-là, elles ont joué un rôle d'aiguillon par rapport à des secteurs qui étaient un peu endormis ou tétanisés face au numérique, etc. Donc là, la promesse est tenue. Par contre, là où c'est plus compliqué, c'est que, en fait, les promoteurs de la consommation collaborative, comme son nom l'indique, partent d'une transformation de la consommation et ont mis complètement en dehors de leur champ de réflexion la question de la production et des rapports de production, qui était la manière de penser la refonte du capitalisme depuis 2 siècles. Peut-être en partant de l'idée que tout ça n'avait pas marché, donc ce n'était plus leur problème, on va partir du consommateur. Mais du coup, ils en ont oublié. En voulant réduire une asymétrie de pouvoir entre le consommateur et son offreur et l'entreprise, ce qui était tout à leur honneur, si je puis dire, ils en ont oublié un autre rapport de pouvoir, une autre asymétrie de pouvoir, qui est celle entre l'entreprise et les travailleurs, au sens général. Voilà. Et là, à quoi on assiste ? On s'aperçoit que la consommation collaborative, en déportant vers des individus hors du champ salarial, la production d'une offre, au moins en partie, hein, et y compris souvent la mise à disposition d'un capital, hein, qu'il s'agisse de ma chambre d'amis ou de ma perceuse ou de ma voiture, eh bien, en externalisant tout cela vers des individus qui ne sont pas des salariés de l'entreprise, il déséquilibre à nouveau
cette relation, cette asymétrie de pouvoir qu'il y a entre le détenteur du capital, entre l'offreur et l'autre partie. Et donc, c'est pour ça qu'on a beaucoup parlé d'ubérisation, etc. Les taxis ont été certainement le secteur qui a été de façon la plus visible impacté par cet oubli, si je puis dire. Mais il n'y a pas que les taxis. On peut parler des chambres d'hôtes, des hôtels, on peut parler de tout, de restaurateurs. Pour l'instant, les services qui font de l'accueil pour des repas à domicile sont relativement marginaux et ne prennent pas vraiment, on peut dire. Enfin, en tout cas, ils n'ont pas la même ampleur que ceux qu'on connaît dans le champ des mobilités, par exemple. Mais pour autant, on pourrait dire qu'ils concurrencent les restaurants. Bon. Donc, le problème, c'est qu'on déporte une partie du travail en dehors du champ salarial. Et donc, de ce fait, on fragilise des décennies de construction de droit social dans le cadre du droit du travail. Et le problème, c'est qu'on est finalement avec des individus qui sont... Alors pour partie, c'est positif, parce que c'est des gens qui n'avaient pas forcément accès au marché de l'emploi, qui du coup vont pouvoir générer un petit revenu alors qu'ils étaient en grande précarité. Ça, c'est le côté ensoleillé de cette externalisation. Mais le côté plus négatif, malheureusement, c'est que on voit se reconstruire des formes de liens de subordination, parce qu'il y a une dépendance des individus offreurs par rapport aux plateformes, quand cela occupe une large partie de leur temps et constitue une large partie de leurs revenus. Donc il y a une forme de dépendance par rapport à la plateforme, mais on est en dehors du cadre salarial, donc ça ne porte pas officiellement le nom de lien de subordination, et donc les droits qui sont normalement collés au lien de subordination n'existent plus. Et on assiste aussi dans les cas extrêmes, alors ce n'est pas le cas de toutes les plateformes, encore une fois il faudra analyser plateforme par plateforme, mais dans certains cas extrêmes, c'est l'algorithme en quelque sorte qui prend le pouvoir sur la relation patron-employé. Et c'est lui qui va organiser le temps de travail de la personne, qui va le surveiller en partie. Voilà, donc là, pour le coup, c'est même pas une question de promesse pas tenue, c'est carrément quelque chose qui n'avait absolument pas été anticipé dans la manière dont les promoteurs de la consommation collaborative avaient réfléchi au projet de société qui se dessine derrière.